retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie de nos invités, Mohamed Ly, président du think tank IPOD, et Émile Boyogeno, socio-historien. Ouvrons à présent notre grand angle. Les élections législatives vont se tenir en novembre prochain en Guinée, annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. Le mandat des députés ayant expiré depuis le 12 janvier 2019, ce scrutin se tiendra avec un an de retard. Toutefois, l'opposition émet des doutes sur la confiance à accorder à ce chronogramme. Marcel Farba-Maron. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé que le scrutin législatif pourra se tenir avant fin 2019. Alors que le mandat des députés a expiré depuis le 13 janvier 2019, ces élections, en vue du renouvellement du Parlement, se tiendront donc avec un an de retard, dans l'optique de procéder à une refonte du fichier électoral. Un recensement de quelques 6 millions d'électeurs guinéens est envisagé par la CENI. Nous nous sommes donné un délai de 7 mois pour organiser les législatives, 235 jours qui doivent nous permettre de tenir les élections dans de bonnes conditions entre fin novembre et début décembre 2019. Du côté de l'opposition guinéenne, difficile de se fier au délai que s'est fixé la CENI. À noter que depuis un décret de juillet 2018 portant modification du fonctionnement de la CENI, l'État guinéen est en charge du financement du matériel électoral. Les autorités de l'institution n'ont, pour l'instant, pas encore déterminé le coût de ce matériel. On reste un peu trop dépendant de la volonté politique des autorités à organiser effectivement ces élections cette année. Et vu que par le passé, elles n'ont pas nécessairement fait montre d'empressement, de volonté, je pense que l'opposition en Guinée part de cette expérience-là pour émettre le doute qu'elle émet. L'Assemblée nationale guinéenne est composée de 114 députés élus pour 5 ans selon un mode de scrutin parallèle. Sont ainsi à pourvoir 38 sièges au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales, auxquelles se rajoutent 76 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une unique circonscription nationale. Alors déjà, Mohamed, qu'est-ce qui a provoqué un tel glissement de date dans la tenue de ces élections? A priori, un bon principe de discussion entre l'opposition et le pouvoir. Parce qu'on aurait pu avoir des élections, mais le fichier est truffé. Il n'est pas bon, le fichier électoral. L'opposition demande à ce qu'on fasse un audit financé par l'Union européenne, le PNUD et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On découvre que 25% de ce fichier est composé de doublons ou de gens morts et tout. Bon, ça peut se comprendre. Même si dans nos pays, moi je récuse tout le temps et je dénonce le non-respect des calendriers républicains. Il est extrêmement important que nous respections les rendez-vous que nous donnons à nos peuples pour se déterminer. Mais maintenant, moi, dans le principe, si l'opposition a été d'accord et si c'est pour améliorer la démocratie guinéenne et avoir un fichier fiable pour pouvoir avoir des élections fiables et des lendemains d'élections apaisés, je pense qu'un an, c'est pas cher payé. Maintenant, la CENI, en s'étant retiré à Kindia avec l'opposition et le pouvoir, s'avance et prend un engagement à les organiser en 235 jours. On n'a qu'à les challenger. Moi, je ne vois pas l'opposition, il faut qu'elle arrête. Dans bon nombre de pays, le problème, c'est d'avoir une date d'élection. Eux, ils en ont une. Ils en ont une dans laquelle l'État s'engage. L'État s'engage avec des moyens financiers qui devraient aussi venir de l'État depuis le décret de juillet 2018. Le financement, encore heureux qu'on ne laisse pas les financements de nos élections au privé ou à des... Émile, la tâche est lourde quand même. Elle est colossale pour la faire organiser ces élections en 7 mois. Alors, est-ce que l'opposition, cette appréhension n'est pas légitime? Alors, a priori, les délais sont courts. A priori, c'est 25% du fichier. Excusez-moi, mais ça représente 1 million, 1,5 million de personnes. 500, oui. Donc, si la CENI, on a envie de faire confiance à la CENI, parce que la CENI prétend pouvoir être dans les délais. Il parle de 45 jours. L'opposition parle de 3 mois. Oui. Exact. Alors, la difficulté qu'on a ici, c'est qu'en acceptant, du moins en reportant à nouveau ces élections, on allonge les délais, le mandat des députés qui a déjà expiré depuis 1 an. Donc ça pose un autre problème, ce sont à la fois de nouvelles ressources, alors ils vont percevoir des indemnités qu'ils ne devraient plus. Il y a certains députés qui ont dit qu'ils
ce n'est pas tout à fait normal. Alors ça, c'est un aspect de la question. L'autre aspect de la question, c'est le fameux glissement, enfin, le fameux troisième mandat, l'invitation à prendre un troisième mandat. Enfin. Alors, là-dessus également, il y a une autre question. Ça n'est pas tout à fait possible d'un point de vue, du point de vue du droit, parce que l'article 27 de la Constitution guinéenne interdit 2 mandats consécutifs. Plus de 2 mandats. Plus de 2 mandats consécutifs. Ouais. Donc là, on sera au 3e. Et au fond, il ne faut pas être naïf. Si on suggère au président Alpha Condé un 3e mandat, c'est qu'on lui suggère nécessairement un 4e, parce que pour avoir le 3e, il y aura nécessairement une modification de la Constitution qui remettra les compteurs à zéro et qui donc permettra à nouveau 2 nouveaux mandats successifs. Donc, voilà un autre aspect, en sachant que le président Alpha Condé a 81 ans aujourd'hui, lui suggérait de rester au pouvoir encore 10 ans, de 2020 à 2030 donc, ce ferait un président qui serait aux affaires jusqu'à 91 ans. Là, l'une des raisons pour lesquelles il y a une limitation des mandats, du moins historiquement, en tout cas en France, pour le cas français, depuis le XVIIIe siècle, c'est parce que le régent, du moins la personne qui gouvernait, avait estimé qu'elle ne pouvait pas assumer les fonctions, la charge présidentielle, enfin la charge qui allait lui être confiée aussi longtemps, parce qu'à cause de son grand âge. Il lui avait été suggéré 10 ans, il l'a proposé, il a suggéré, il a dit que cette année lui conviendrait très bien pour son âge. Donc là, on a un président qui va probablement gouverner jusqu'à 91 ans, du moins c'est ce qui se profile. On va dire que si c'est le jeu démocratique le permet, pourquoi pas. Ouais. Mais si le jeu démocratique ne le permet pas, c'est grave, parce qu'on a des États qui sont fragiles. La Guinée a une constitution qui date de 2010. On est en 2019-2020, enfin, tous les 10 ans, retoucher nos constitutions, ça fait vraiment des États mous, parce qu'on touche des piliers, ce qui est supposé inamovible, intangible, rigide, structuré, fort, ce qui est supposé être le substrat le plus fort de ces États. S'il est régulièrement retouché ainsi, ça dénote simplement, ça traduit simplement la mollesse de ces États, et ce n'est pas peu de les appeler États fragiles ou États mous. Mohamed, vous avez dit que l'opposition devait se montrer plus optimiste. La CENI a fait son annonce, mais un budget pour la tenue du scrutin n'a même pas encore été voté. Comment se montrer optimiste? Ça, ce sont les questions matérielles qui vont venir. Et moi, j'ai toute confiance à l'État guinéen. Si cet État veut vraiment organiser des élections, ils auront les moyens financiers, parce que la démocratie aussi, c'est un coût. Mais ce qui est aussi à entendre, c'est que, et dans la méthode, moi je suis complètement acquis, parce que moi j'aime bien des gens qui me disent voici ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et ce qu'ils ont fait, c'est quand même 140 activités déclinées sur 235 jours. Dans nos pays, c'est pas à chaque fois qu'on a eu un chronogramme. Ils ont mis un chronogramme sur place. Et effectivement, dans le chronogramme, comme vous le disiez, il a été prévu 45 jours de révision de la liste électorale. Dans les 45 jours, l'opposition parle de nécessité de 90 jours. Dans 45 jours, 90 jours, dans un processus de 235 jours où le fichier électoral qui doit être révisé, c'est un informaticien qui vous parle, peut être glissant, ce n'est pas forcément un élément, comme on dit dans les projets, un élément à risque, certes, mais qui pourrait à la fin toucher à la date à la date finale d'une élection. Il est arrivé souvent dans nos pays, pour prendre l'exemple du mien, qu'on lance une campagne nationale de révision de liste électorale. Généralement, ça prend combien de temps, ce type de 2 semaines. 3 mois, c'est assez correct pour faire. Vous parlez d'un grand pays. Oui, les campagnes citoyennes, utiliser la télé, utiliser la radio, les leaders d'opinion, ça dépend des pays. Chez nous, ça peut être des artistes, ça peut être des comédiens et tout, pour mettre le pays en branle et pour dire aux gens, il est temps d'aller s'inscrire, il est temps d'aller déclarer son grand-père qui ne vote plus, qui est mort et tout. Et il est arrivé aussi dans nos pays, à 15 jours, à 2 semaines, que l'opposition sollicite un pouvoir responsable pour qu'on dise la révision des listes électorales a été prolongée de 30 jours et tout. Mais il me semble, il ne faut pas être dans
l'opposition systématique de l'organisation de nos élections. Effectivement, quand la Mais est-ce que vous confiance est pensez rompue... que l'opposition est vraiment dans l'opposition systématique puisqu'ils veulent participer Oui, ils veulent participer, c'est dans le rôle, vous avez raison, c'est dans le rôle de soulever, voilà. non, de soulever une alerte, de dire nous ne sommes pas sûrs, mais il sera heureux pour eux que les conditions soient réunies d'un fichier fiable, parce que ça c'est extrêmement important. Ouais. 1500 doublons ou dans un fichier à un quart, ça fausse la sincérité d'un scrutin. Et moi, il me semble, à mon niveau, que c'est l'enjeu le plus important. Maintenant, quand je dis à un an, c'est pas c'est pas cher payé, c'est vraiment regarder sur ce que se passe sur le continent africain. Si la Guinée, aujourd'hui stable, arrive à organiser ces élections-là en novembre avec un fichier révisé, aidé par leurs 3 grands partenaires, et que l'opposition ait les garanties d'une élection transparente, moi je pense que c'est la démocratie guinéenne qui aura fait un pas encore en avant dans l'acquisition d'une ingénierie démocratique et électorale fiable. Alors, quels sont les enjeux de cette élection législative, outre le fait que voilà, il faille renouveler les députés, comment est-ce que ça peut impacter l'évolution du mois? On revient là sur le Togo, excuse-moi de te présenter voilà. La parole. Oui. Je veux dire, il faut avoir, selon les constitutions, une majorité, c'est-à-dire qui n'est pas simple, une majorité qualifiée. Souvent dans les pays, c'est au 3/5e ou au 4/5e pour pouvoir changer une constitution sans passer par un référendum. Parce que les référendums, ils s'en méfient vraiment. Le grand enjeu, d'ailleurs, c'est déjà la cohabitation, parce qu'il ne faut pas l'exclure pour Alpha Condé, parce que s'il perd les élections législatives, il est en cohabitation. S'il échappe à la cohabitation, c'est d'avoir la majorité assez large pour ce qu'on lui prête comme étant des velléités de 3e mandat, de pouvoir le faire ou autre. Et je vais vous laisser continuer pour ne pas monopoliser la parole, mais les enjeux sont grands et sont démocratiques. Non, je pense que le principal enjeu, c'est le scrutin présidentiel 2020. Oui. Il n'est pas nécessaire que ce soit Alpha Condé, mais je pense qu'il est indispensable que ce soit le RPG, qui est donc son parti. Et je crois que c'est une façon de préparer sa succession, directement ou indirectement. Et cette élection qui arrive à la veille de la présidentielle sera un excellent test pour voir si, éventuellement, une présidentielle peut être envisagée pour 2020 et dans quelles conditions elle sera. On n'exclut pas que si le RPG sort majoritaire, du moins vainqueur de ces élections législatives qui sont envisagées pour novembre prochain, enfin entre septembre, octobre, novembre, oui. Il est possible donc pour qu'il y ait un éventuel 3e mandat que cette assemblée élue soit légifère sur, du moins soit qu'on travaille sur une modification de la Constitution qui permettrait donc au président Alpha Condé de briguer un 3e. Et la question sensible du Dauphinat aussi, il faut le dire. Dans le cadre de la séparation des pouvoirs, celui qui devra mener les législatives ne doit pas être le chef de l'institution exécutive. Donc il devra y avoir une image au parti présidentiel qui portera la tête de liste d'Alpha Condé et qui sera le dauphin désigné. Parce que ce n'est pas en moins de 12 mois qu'un grand parti présidentiel chargera de fusil d'épaule pour savoir qui va remplacer éventuellement le président en place. Non, mais il faut faire attention. Quand on dit Dauphinat ici, on n'est pas en train de souscrire au fait que le pouvoir passe d'une main à une autre. On est simplement en train d'expliquer la façon dont le pouvoir se transmet. On est en train de décortiquer, d'analyser des façons dont le pouvoir se transmet à l'intérieur d'appareils politiques qui sont en responsabilité. On n'est pas en train de dire c'est bien qu'il y ait du Dauphinat. Non. Attention, parce que c'est une notion qui donne le sentiment parfois que on est OK avec cela, mais pas du tout. Mais ça fait partie du fonctionnement des organisations politiques. J'ai l'impression que c'est un peu ce que le président Alpha Condé va instaurer en Guinée. Mais c'est assez normal pour une organisation politique, comme il l'a expliqué, quelconque, quand vous avez quelqu'un qui dirige le pays à la tête du parti au pouvoir et que constitutionnellement, parce que moi j'arrête complètement les plans sur la comète pour un 3e mandat, que Alpha Condé doit partir. Il est normal qu'un groupe politique
prépare le remplacement de son leader. De son champion. Et vous n'aurez pas mieux dans nos pays avec les constitutions que nous avons. Un an avant, une élection législative, si elle est gagnée pour eux, c'est c'est du pain béni et c'est une vraie dynamique électorale qu'on enclenche pour celui qui aura gagné la tête de liste, c'est-à-dire qui s'est imposé par son leadership au sein de l'appareil et du parti et qui s'est imposé aux Guinéens par la majorité d'aller prendre assez naturellement, mais je le dis avec des pincettes, la place du chef. Donc cette échéance est vraiment cruciale pour la Guinée. Vous avez parlé... Et pour Cellou Dalein Diallo, pour le citer. Aussi. Comment justement Cellou Dalein Diallo, dans cette configuration, l'opposition, elle n'a pas l'air très soudée. Comment est-ce que... Le grand enjeu pour Cellou Dalein Diallo et pour l'opposition guinéenne, à mon sens, c'est la capacité de former et de mettre en place une plateforme politique et une vraie alternative, des propositions claires pour les Guinéens, lisibles, une offre politique dans ce pays-là. Et pour y arriver, il faut que les gens arrêtent à penser, même si c'est la clé de voûte de nos institutions dérivées de la Ve République française pour la plupart, il faut qu'on arrête de penser juste à la place du chef, au président de la République, qui de son piédestal décidera de tout. Et aujourd'hui, l'opposition guinéenne a donc la chance, autour de Cellou Dalein, qui est son leader naturel, de construire des compromis, je ne parle pas de compromission, des compromis, un plan politique clair, une offre rafraîchissante pour les Guinéens avec des réformes pour rendre cet État, ce pays plus présent, prêt à la mondialisation et aux grandes ouvertures que vivent même le continent africain avec la zone de libre-échange qui arrive, avec la CEDEAO dans son dynamisme, avec l'exploitation, rappelons qu'on parle juste de la Guinée qu'on nomme souvent une catastrophe écologique. La Guinée à elle seule, avec son hydraulique, peut donner de l'électricité à toute l'Afrique. C'est extraordinaire et donc la stabilité de la Guinée est un enjeu continental que nous suivons et que nous souhaitons dans la plus grande quiétude. Alors nous allons à nouveau marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.